Donc, au niveau des mesures en haute tension, bien sûr, on a essayé de voir les appareils utilisés. Et si vous vous rappelez, alors je vais faire une présentation. Voilà. Je pense que vous voyez la présentation. Est-ce que vous la voyez, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez le partage de la présentation? On la voit, monsieur. Très bien, d'accord. Donc, je voulais juste rappeler rapidement ce qu'on avait vu la dernière fois, c'était dans le cadre de météorologie haute tension, mesures en haute tension. Le premier système qu'on a vu, c'était l'éclateur à sphère. Le principe, c'est bien sûr, c'est d'avoir deux sphères, de diamètre ou de rayon bien sûr connu. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on approche, elles sont branchées bien sûr à la tension qu'on veut mesurer, on approche les deux sphères. Une fois qu'on a la décharge, on mesure la distance pour laquelle il y a décharge. Et bien, cette distance va nous indiquer à travers des abacs, à savoir la tension qui est mesurée. Donc, rappelez-vous ce type d'éclateur à sphère, on vous a dit on peut mesurer de l'alternative du continu. C'est plus compliqué de mesurer de l'onde de choc. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le temps de déplacer. N'oubliez pas, l'onde de choc, c'est quelque chose d'assez rapide. C'est un système assez intéressant pour des tensions. On utilise la tension. C'est quelque chose qui était utilisé dans les labos de tension. Mais quand on monte à des niveaux de tension très élevés, ça pose un problème parce qu'il faut des diamètres très grands. Donc, pourquoi? Parce qu'il faut prendre la précaution d'essayer de mesurer pour des valeurs de distance inférieures, pas loin du 1/5, peut-être même jusqu'à 2/4, 2/5 plutôt, mais pas plus. Dès qu'on commence à dépasser, vous n'avez plus un champ uniforme, vous avez énormément d'imprécisions dans la mesure. L'autre inconvénient aussi de ce système, c'est que on ne peut pas, il faut tenir compte des conditions atmosphériques. Vous n'avez pas les mêmes dimensions, la même distance si les conditions atmosphériques changent. Et puis vous avez aussi l'état de surface, si la surface est sale ou autre, ça peut influencer les valeurs de mesure, puisque la décharge pourrait avoir lieu dans des conditions différentes ou des valeurs différentes. Donc on doit tenir compte de tous ces paramètres. Généralement, pour la saleté, on doit nettoyer avant de faire l'essai. Maintenant, pour les conditions atmosphériques, vous vous rappelez, même on s'est arrêté la dernière fois, on va y revenir rapidement, c'est qu'on convertit ou on rapporte la valeur aux conditions normales définies par la norme. L'autre possibilité, bien sûr, d'utiliser sur des transformateurs en VCF, malheureusement qu'on ne peut utiliser qu'en alternatif, mais on continue en mode de choc. Mais c'est utilisable, attention, c'est utilisé. Pour les industriels, vous allez chez les gens de Sonnen Gaz, ils vous donnent les TP, ils appellent ça des transformateurs de potentiel. Vous avez, par contre, un moyen que j'ai utilisé, c'est d'utiliser un diviseur de tension. C'est-à-dire que vous avez deux impédances en série. L'impédance de mesure Z2 est très petite devant Z1, ce qui va donner une tension au bord de cette impédance Z2 qui est très très petite devant la tension, et c'est proportionnel. Donc on peut avoir la relation. Il y a deux types de diviseurs, il y a le résistif et le capacitif. C'est-à-dire que soit c'est deux résistances R1, R2, soit deux capacités, c'est AC. Mais des fois, on peut aussi trouver des mixtes, c'est-à-dire où on combine résistance-capacité. Il faut se dire une chose, c'est qu'en tension, vous verrez qu'on ne parlera jamais d'inductance. Parce que les inductances, ça freine le courant, ça crée des charges, ça crée des... Donc, on n'aime pas les inductances, on ne les aime pas en tension. Alors, pour les séries parallèles, les mixtes, eh bien, il faut savoir que le série est équivalent au résistif. Il suffit de faire un petit calcul pour se rendre compte que le rapport devient égal à R1 sur R2. Et puis, pour le parallèle, c'est équivalent au capacitif. Qu'est-ce qu'il va introduire quand on prend le mixte? En réalité, il va introduire un déphasage entre la tension et le courant, quand on en a besoin. Mais sinon, on prend le résistif. Alors, quel est le meilleur à utiliser? L'idéal, c'est d'utiliser des diviseurs capacitifs. Pourquoi? Parce qu'un diviseur, un appareil de mesure, l'idéal, c'est qu'il ne consomme pas d'énergie. Un diviseur capacitif, des condensateurs, il ne consomme pas d'énergie. Malheureusement, c'est qu'on ne peut pas utiliser le capacitif pour l'onde de choc ou le continu. C'est pour ça que pour le continu, par exemple, au moins pour le continu, on utilise automatiquement des résistifs. Tant pis, ça consomme un petit peu,
Et sinon, avec les capacitifs, ça ne marche pas du tout. Il y a une erreur de mesure. L'autre précaution à rappelez-vous, c'est qu'on vous disait, quand je mets un diviseur de tension, c'est que la mesure est transportée à travers un câble coaxial. Il y a une impédance caractéristique ZC. Et bien, le fait d'utiliser ce conducteur ou ce câble coaxial avec une impédance, et bien, la mesure risque d'être faussée si on ne prend pas la précaution d'adapter. La preuve, c'est qu'on a essayé de faire un petit calcul sans le développer en cours, mais vous l'avez dans le document. C'est qu'on se rend compte, si je prends Z1, je suppose que l'impédance du câble coaxial, Z2, c'est l'impédance de l'appareil de mesure. Généralement, c'est un voltmètre ou un oscillo, l'impédance est infinie. Et bien, ce que je veux mesurer, c'est U1I. Et bien, cette onde, quand elle arrive, quand est-ce que je peux avoir une onde? C'est quand la fréquence est très élevée. Eh bien, quand est-ce que je peux avoir une fréquence très élevée? Soit je suis en onde de choc, soit je suis en haute fréquence. Alternative haute fréquence. Eh bien, l'onde. Monsieur, désolé. Oui. Monsieur, désolé. Monsieur, l'écran ماهوش يتحرك. ما كاش animation. Vous n'avez pas d'animation, vous n'avez rien. أنا في métrologie haute tension. Ça s'est arrêté. راهي في métrologie haute tension يعني ماكش داير دير السلايد. Ah ben, chez moi, ça tourne. Et comme ça, ce que vous voyez. هكذا oui, monsieur. Eh ben, on va laisser comme ça, tant pis. On va travailler comme ça. Parce que quand je mets l'animation, apparemment, ça ne marche pas. D'accord. C'est quand je mets l'animation que ça ne marche pas. Donc, je vais travailler comme ça pour l'instant. Merci, monsieur. Donc, il n'y a pas de problème. Vous avez bien fait d'intervenir. Donc, je vais revenir au diviseur de tension. Donc, on disait pour le diviseur de tension, vous avez résistif ou capacitif, on vous prend un câble coaxial, il va jouer le rôle de cage de Faraday. Pourquoi? Parce que sinon, si vous ne protégez pas votre câble de mesure, il va être perturbé par la source de tension qui est juste à côté. Donc, le fait de mettre, eh bien, la tension, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si je prends, je dis voici le schéma, j'ai Z1 qui représente l'impédance du câble coaxial, Z2 c'est l'impédance de l'appareil de mesure, U1I c'est la tension que je veux mesurer. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand c'est une onde? C'est-à-dire que c'est des fréquences assez élevées, chose que vous pouvez avoir à la haute fréquence, ou bien quand il y a une décharge, ou bien quand vous avez aussi une onde de choc de foudre, puisqu'une onde de choc de foudre, c'est quelque chose qui est très rapide, ça monte jusqu'à quelques mégahertz en fréquence. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? La mesure U1I, quand elle arrive au point de jonction, c'est-à-dire quand elle passe de Z1 à Z2, eh bien, elle va me donner une onde incidente, U de I. Ce U de I est différent de U1I qu'on voulait mesurer. Ah, ça veut dire que en mettant l'appareil de mesure avec le câble coaxial, eh bien, je risque de mesurer quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je veux mesurer. Par contre, on se rend compte une chose, si jamais on avait Z2 qui est égal à Z1, alors j'aurais U de I, c'est-à-dire ce que je veux mesurer, U de incident, égal à U1 incident, c'est-à-dire égal à la tension que je veux mesurer. Eh bien, si je peux. Eh bien, pour cela, on a compris qu'il fallait adapter. Pour l'adapter, qu'est-ce qu'on met? On met une résistance d'adaptation. Si c'est un diviseur résistif, on met une résistance d'adaptation en parallèle à l'entrée. Donc la valeur est égale à l'impédance caractéristique du câble coaxial. Quand c'est un diviseur capacitif, on vous a dit, on la met en série. Là, c'est pas la peine. On ne va pas devenir développer tous les détails de calcul. Il faut savoir que on l'a mis comme ça. Et bien sûr, on avait parlé de mesure de courant. Mesure de courant, c'est de mettre une résistance en série avec l'objet d'essai. Et je mesure la tension au bord de cette résistance. En divisant par la résistance de mesure qui est connue, je peux connaître le courant. Donc, quelque part, même si je veux avoir le signal, il suffit de brancher au bord de la résistance pour pouvoir mesurer la tension. Et bien, l'avantage de mesurer ce courant, c'est qu'en intégrant, ça ne gêne jamais d'intégrer, ce qui dérange, c'est plutôt la dérivée, c'est que en intégrant, je peux avoir la charge, et en connaissant la charge, et connaissant la tension, puisqu'on en avait parlé tout à l'heure, avec un diviseur, par exemple, je mesure la tension, eh bien, je peux connaître l'énergie qui est mise en jeu, puisque l'énergie, c'est là. Donc, quelque part, à partir du courant, je peux avoir la charge, je peux avoir l'énergie. Je peux aussi mesurer la charge. Cette fois-ci, au lieu de mettre une résistance en série, on met un condensateur. C'est vrai que
en pratique, quand on met des capacités, il y a énormément de problèmes. Parce que des fois, ça ne s'adapte pas. Suivant la mesure, on est obligé de mettre des condensateurs différents. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si je mets un condensateur en cile, je mesure la tension au bord de ce condensateur, et connaissant la capacité du condensateur, je peux connaître la charge, puisque la charge, ça va être su fois E. Et comme le condensateur est en série avec l'objet d'ici, c'est la même charge qui est traversée par les deux objets. Donc, je peux mesurer la charge mise en jeu dans mon système. Alors, en connaissant la charge, on va dire, ah, si je veux calculer l'énergie, il suffit de multiplier par la tension d'alimentation. Et le courant, vous allez dire dérivé, mais on ne dérive jamais. Parce que le fait de dériver, ça va induire des erreurs de calcul. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un signal qui est continu, mais non dérivable. D'accord. Donc, on avait parlé aussi de la mesure de champ. La mesure de champ, on avait dit, un des moyens de mesure de champ, c'est ce qu'on appelle le moulin à champ. Le moulin à champ, pourquoi le moulin? Parce que vous avez quelque chose qui varie. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en réalité, c'est un courant qu'on mesure. Ce courant, si nous mesurons de l'alternative, qu'est-ce qu'on va faire? Si c'est de l'alternative, vous avez donc quelque part un DU sur DT qu'il faut mesurer. Je laisse. Vous avez le condensateur, on le laisse fixe. On garde la capacité et on a le DU sur DT en mesure. Donc, je peux avoir une idée sur le courant, la tension. Maintenant, si je suis en continu, par contre, qu'est-ce qu'on va faire? En continu, ça veut dire qu'il n'y a pas de DU sur DT, ce terme est égal à 0, le premier terme. Le deuxième terme, la tension est constante. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on crée une variation de la capacité. Eh bien, on mesure la tension. Donc, ça nous donne l'image de la tension. Et cette tension va nous donner une idée du champ qui règne dans ce système. On est arrivé à parler la dernière fois dans le cours de la correction de la tension disruptive, c'est-à-dire que quand vous faites un essai dans l'air, ça veut dire atmosphère, si vous êtes dans des conditions atmosphériques différentes, c'est-à-dire des pressions, températures et différentes, comment pouvoir comparer, puisque les tensions ne seront jamais les mêmes? Eh bien, qu'est-ce qu'on vous dit? La norme, c'est la norme 60 060, la A, elle vous dit les conditions atmosphériques normales, c'est 1013 hectopascal, pardon, ou bien 1013 millibars. La température, c'est 20 degrés Celsius, et puis l'humidité, c'est 11 grammes par mètre. C'est-à-dire que quand quelqu'un, je dis, je veux ramener dans les conditions atmosphériques normales, j'ai mesuré, je ramène dans ces conditions, comme si j'avais fait les essais dans ces mêmes conditions, j'aurais trouvé la même valeur que si je prenais la valeur. Comment faire pour ramener la valeur? Eh bien, on vous dit tout simplement, la valeur U0, c'est dans les conditions normales, c'est la valeur mesurée U sur un coefficient KT. Le coefficient KT, c'est le produit de K1 fois K2. K1 fois K2, avec K1, c'est le coefficient de correction de la densité de l'air, qu'on calcule par sigma qu'on peut calculer à partir de la connaissance de la pression mesurée. P0, c'est la pression dans les conditions normales, c'est-à-dire ce qu'on avait pris tout à l'heure. Puis la température, bien sûr, en haut, vous remarquez que c'est 293, en réalité, c'est 20 degrés en Kelvin, c'est 273 plus 20. Et puis la température mesurée en Kelvin. Donc, si je fais le rapport, je peux avoir sigma. Il me manque, bien sûr, le M. On va chercher après comment faire pour trouver le M. Le coefficient K2, pardon. Le coefficient K2, c'est un coefficient K à la puissance oméga. Eh bien, la première des choses déjà, il faut savoir que très souvent, la majorité des appareils de mesure, c'est des appareils qui mesurent en pourcent d'humidité. Eh bien, il faut convertir cette humidité en grammes par mètre cube. Pour ce faire, il faut utiliser cette relation. C'est-à-dire que vous avez la mesure R en pourcent, vous avez T, bien sûr, c'est la température. Vous utilisez cette formule, vous allez avoir l'humidité en grammes par mètre. Une fois que j'ai l'humidité en grammes par mètre cube, rappelez-vous, sigma, on l'a calculé puisqu'on a dit sigma, ou plutôt delta, pardon. Le delta, le coefficient de correction des conditions atmosphériques, de la densité de l'air, c'est ce coefficient.
qu'on peut calculer, c'est P sur P0, T sur T0, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, si je connais H en grand paramètre cube, delta, je peux calculer le coefficient K. Il faut savoir quel est le type de tension. Est-ce que c'est du continu? Est-ce que c'est l'alternative? On a deux choses. Pour chacune des tensions, type de tension, vous avez une formule bien sûr différente. Même si on remarque qu'elles sont très proches et une toute petite différence avec la tension continue, vous avez un deuxième terme. J'ai le cas, et bien sûr on me dit même une chose, c'est que le cas on en a besoin pour calculer, pour tenir compte de l'effet d'humidité. Là on vous dit quand c'est des tensions qui sont très faibles, ça veut dire qu'inférieures à 72,5 kV, on ne corrige même pas, ça veut dire qu'il faut prendre directement K2 égale à 1. C'est même pas la peine de calculer. Alors une fois que j'ai calculé bien sûr le cas, je calcule un coefficient G qui dépend de la tension moyenne, on l'a déjà mesuré, divisé par 5, 500, fois L c'est la distance interélectrode, donc on en a besoin de ça, c'est une des données. Delta qu'on a calculé est K. Et bien, suivant la valeur de J, j'ai le coefficient M ou oméga. À partir de là, je peux faire tous les calculs, je peux calculer le delta, je peux calculer le K, K1, K2, et je calcule. Alors, comment? Bien sûr, si je connais K1, K2, il faut multiplier par K1 par K2 pour trouver le K total. Et la valeur, bien sûr, que j'ai mesurée, il faut diviser par K total. Là, on vous a donné un organigramme, même avec détail. Rappelez-vous, on vous a dit, c'est un organigramme où vous avez même les équations et tout, qu'il faut garder propre, puisque c'est le document que vous allez utiliser en examen. Donc, il ne faut pas écrire dessus. Là, on est arrivé, bien sûr, à parler des différentes mesures. Il y a quand même quelque chose, un type de tension, c'est un petit peu compliqué. On n'en a pas insisté tout à l'heure. C'est surtout pour l'onde de choc, que ce soit de foudre de manœuvre. Pourquoi pour l'onde de choc de foudre de manœuvre? Et puis même pour l'alternative, en vérité, c'est valable. C'est-à-dire que quand je fais une mesure pour l'alternative, je veux mesurer, on ne mesure jamais une fois. On vous a toujours appris qu'il faut mesurer plusieurs fois. Parce que quand vous mesurez cette fois, vous risquez de mesurer faux. Donc on doit faire plusieurs et calculer la moyenne. À partir de la moyenne, je peux calculer même les cas types. Donc la valeur est toujours la valeur type plus la valeur plus ou moins la moyenne. Par contre, pour l'onde de choc, ce qui se passe, c'est que vous pouvez appliquer le même niveau de tension. Eh bien, vous pouvez, dans un cas, avoir de la décharge. Des fois, vous avez des trucs. Ça veut dire que quelque part, vous avez un phénomène aléatoire qui va intervenir. Eh bien, dès qu'on a des phénomènes aléatoires dans un phénomène donné, dès qu'il y a le caractère aléatoire, on est obligé d'utiliser des méthodes statistiques pour déterminer la valeur moyenne. Alors, pour les méthodes statistiques, c'est les plus utilisées, c'est la méthode des paliers constants. Et puis, vous avez la méthode de montée-descente, ou ce qu'on appelle en anglais up and down. Ça monte et ça descend. Alors, pour la première méthode, des paliers, là, si vous n'avez pas suivi, vous m'arrêtez, vous posez vos questions déjà. Il ne faut jamais hésiter. Alors, pour la méthode des paliers réguliers, on définit des paliers. Chaque niveau de palier, on l'applique une fois. On a décidé, par exemple, je dis, allez, voici les niveaux de tension. Je l'applique 20 fois, ou je l'applique 50 fois, chaque niveau de tension. Eh bien, une fois qu'on l'a appliqué une fois, on détermine la probabilité de décharge de chaque palier. On regarde combien de fois il y a eu des décharges. La troisième étape, c'est que si jamais vous avez des niveaux de tension trop élevés, 0% ou 100%, on les élimine. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi. Parce que imaginez, je prends un système, je triche un petit peu. Je sais que là, normalement, la rigidité de son système, la tension moyenne, elle est 200 kV. Vous êtes d'accord que si j'applique 10 volts, 10 kV, il y aura 0%. J'applique 20%, 20 kV, il y aura 20%. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que 20%? Qu'est-ce que c'est que ce 0%? 10, c'est 0%, 20, c'est 0%. Or, quand on parle de 0%, ça veut dire que normalement, dès qu'on augmente un petit peu, il y aura une décharge. Donc, pour déterminer ce seuil, il y a une technique assez particulière. De la même manière, je disais 100. Maintenant, si j'applique 200, je vais avoir du 100%. J'applique 300, c'est 100%. Attendez, est-ce que c'est le 100%, c'est 200 ou 300? Donc là, la même chose. Alors qu'en réalité, quand on dit 100%, dès que je baisse un tout petit peu, il peut y avoir une tenue. Ah, donc une tenue, qu'est-ce que ça veut dire une tenue? Ça veut dire que quand j'applique la tension, il n'y a pas de décharge. Qu'est-ce que c'est que cette décharge? C'est l'arc électrique, attention. C'est-à-dire que j'applique un système, je lui applique une tension. Est-ce qu'il va y avoir un arc électrique ou pas?
D'accord. Quand il y a un arc électrique, on dit il y a décharge. Quand il n'y a pas d'arc électrique, on dit il y a tenue. Ça n'a pas déchargé, ça a tenu. Ça a déchargé ou ça n'a pas déchargé. Donc, quelque part, si je veux connaître le seuil, la tension de disruption, on passe généralement en valeur moyenne, plus ou moins un écart type. Et bien, pour nous, donc, la méthode des paliers, chaque niveau de tension, je l'applique une fois. Je détermine la probabilité, j'élimine les niveaux où c'est 0% ou bien 100%, et ce qui va rester, je le trace sur du papier gausso-arithmétique. Gausso-arithmétique, c'est quelque part un papier qui représente la courbe de Gauss, la courbe normale. Rappelez-vous la cloche, la fameuse cloche de Gauss. Où est-ce qu'il est, ce papier gausso-arithmétique? Vous allez, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de faire. Voici le papier gausso-arithmétique. Vous remarquez une chose, l'échelle n'est pas du tout linéaire, parce que ça représente la courbe. Regardez la preuve, quand vous voyez, par exemple, sur l'axe des Y, je passe de 0,1 à 0,5, regardez l'écart. Ensuite, de 0,5 à 0,1, l'écart est plus petit. De 1 à 2, c'est petit. De 2 à 5, regardez l'écart. De 5 à 10, regardez, ainsi de suite. Alors que quand je prends de 40 à 50, regardez, l'écart est tout petit. Pas parce que vous avez des courbes, quand même, c'est la courbe. Mais ce qui se passe, c'est qu'à partir de 50%, c'est exactement la même symétrie. C'est-à-dire que l'écart que j'ai entre 50 et 40 ou 50 et 60, c'est exactement le même. Entre 50 et 30 ou bien 50 et 70, c'est la même chose. Et ainsi de suite. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que pour nous, on a dit, rappelez-vous, chaque niveau de tension, on connaît sa probabilité. Donc, sur l'axe des X, je vais avoir le niveau de tension. Sur l'axe des Y, j'ai la probabilité de décharge. Et une fois que j'ai placé les points, je trace une droite. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, la décharge suit une loi normale. Tout phénomène qui suit une loi normale, en principe sur du papier gausso-arithmétique, le papier qui représenterait la courbe de Gauss, eh bien, c'est une droite. Donc, quelque part pour nous, on doit tracer une droite. Eh bien, si on connaît la droite, une fois qu'on a tracé la droite, vous avez à partir de 50%, vous allez déterminer la tension de 50%. Mais on a besoin aussi de connaître, parce que je vous ai dit, on parle de l'écart type. L'écart type, c'est sigma. Et ici, pour sigma, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on le définit entre 84% et 50%. D'accord? C'est-à-dire que c'est l'écart entre la valeur d'ici et 50. Et c'est exactement la même, je vous ai dit, entre 50 et 16%. Parce que vous allez avoir un écart de 34%. Mais je ne peux pas prendre entre 10 et 44. Si je prends entre 10 et 44, j'aurais du n'importe quoi. Donc là, c'est entre 50 et 84. 84 et 50, ou bien entre 50 et 16%. C'est du pareil. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, parce que là, je vais prendre un exemple. Alors, si je prends un exemple, voici un exemple d'essai. Ça, c'est un essai réel. C'est qu'on a pris, par exemple, 115 kV. On l'a appliqué. Vous allez compter le nombre de colonnes. Vous allez voir qu'on a appliqué 20 fois. Sur les 20 fois, qu'est-ce qu'il y a eu? Les 1, c'est des décharges. Les 0, c'est des tenues. Et bien, sur les 20 fois, combien il y a eu de décharges? Il y a eu 1, 2, 3. Ça fait 3 fois, 3 sur 20 fois, 3 sur 20. 3 sur 20, ça fait 0,15 fois 100 sur 100. D'accord. Et ça vous fait 15%. Je prends 120, par exemple, kilovolts. 100 kilovolts, j'ai une décharge de 3, 4, 5, 6, 7, 8 décharges. 8 décharges, ça fait 8 sur 20, ça fait 44. 0,4 fois 100 sur 100, ça fait 40%. D'accord, je trouve. Donc, si je regarde, à partir de là, allez, je vous donne, malheureusement, s'il n'y a pas de l'animation, je regarde pour tous les niveaux de tension. Donc, pour 115, pour 115 kV, on a eu 15%. Pour 120, 40%. Pour 125, 60%, parce qu'on a eu 12 décharges. Pour 130, on a eu 85. 90, on a eu, pour 135, on a eu 90%. Et puis pour 140, on a eu 100%. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Rappelez-vous, on avait dit. Donc, on a fait les essais. On a déterminé la probabilité de décharge. Regardez ce qu'on appelle normal. Si j'avais fait un seul essai, imaginez pour tous les niveaux de tension, j'avais fait un seul essai. Qu'est-ce qu'on aurait trouvé? À 115 degrés, 115 kV. Regardez le premier essai, ça me donne une décharge. À 120, une décharge. À 125, il n'y a pas de décharge.
une tenue. À 130, il y a une décharge. À 135, il n'y a pas de décharge. À 140, il y a une décharge. Je regarde. Ah, j'en ai fait deux essais. Deux essais, ça m'aurait donné quoi? 100% pour 115. C'est-à-dire tout le temps des décharges. 100% pour 120. 0 pour 125. 100% pour 130. 50% pour 135. Je trouve quelque chose d'illogique. Par contre, une fois qu'on a fait un certain nombre d'essais, on retrouve quelque chose de normal. Le niveau de tension, le plus bas, va offrir une probabilité de décharge plus faible. La preuve, c'est qu'à 115, j'ai 15%. Ensuite, ça augmente. Quand le niveau de tension augmente, la possibilité d'avoir des décharges augmente et on trouve quelque chose de logique. C'est pour ça qu'on dit, ah, c'est quelque chose de normal, ça fonctionne normalement. C'est pas normal est-ce que la tension augmente et que la probabilité diminue. C'est pas vrai. Ah, donc, soit c'est par rapport à la précision de mesure, soit c'est une erreur de mesure. D'accord. Alors, une fois qu'on a donc ces niveaux, qu'est-ce qu'on a dit? Je supprime le niveau 140, pour moi il n'existe pas. Je ne garde que les 5 niveaux que je viens de présenter ici. Et je prends le papier gauche arithmétique. Alors, sur le papier gauche arithmétique, voilà, j'ai représenté. Je ne sais pas si vous le voyez tous. Le premier point, rappelez-vous, 115, c'est 15%. 120, c'est 40%. 125, c'est 60%. J'ai reproduit le tableau ici. 130, j'ai 85%. Et puis, j'ai 135, j'ai 90%. Bien sûr, j'ai besoin de tracer une droite. La question qui peut se poser, comment tracer une droite? Parce que normalement, j'ai les points. Eh bien, on vous dit, on utilise les moindres carrés, mais d'une manière graphique. Comment faire pour utiliser les moindres carrés? C'est-à-dire essayer d'avoir la courbe qui rapprocherait au maximum ces points. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On prend la pente la plus élevée. La pente la plus élevée, elle est donnée par ces 2 points. Donc, ce que j'ai tracé en pointillé, ici en noir, c'est une courbe, la pente la plus grande pente, qui reste bien sûr logique, c'est-à-dire qui reste toujours croissante. Parce que si j'avais une décroissance, je n'aurais pas plus. Je prends la deuxième courbe ici, en pointillé. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez, entre le point 3 et le point 4, on a pris la pente la plus petite. C'est la pente la plus petite. Eh bien, la bissectrice, je prends la bissectrice. C'est cette bissectrice qui va me permettre de déterminer la variation de la tension. C'est-à-dire que je prends la bissectrice. Et là, quand je prends le trait, quand vous regardez le trait qui est au milieu, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tous les points sont plus ou moins proches de ce segment. Alors, je vous ai dit, généralement, on peut même avoir, quand on trace les moindres carrés, on peut avoir une droite qui nous touche à 30. Ça peut arriver. Mais tous les points sont très proches de cette droite. On peut même calculer la précision de mesure. Eh bien, à partir de là, donc pour 50%, je prends le point 50%, hop, 50%, je descends et j'ai la mesure. Là, pour 50%, j'ai trouvé 120. 84%, vous voyez les pointillés, on arrive à les voir, alors que pour l'autre, on ne voyait pas les pointillés. On a trouvé 129%, 129 kV. Donc, quand je regarde, plus 50%, c'est-à-dire que la valeur moyenne, c'est 120 kV. La valeur 84%, 129,5. Ça veut dire que je vais avoir sigma qui est égal à la différence, c'est 9,5. C'est-à-dire que j'aurais eu une valeur, j'aurais dit, ah, c'est 120 plus ou moins 9,5. Et cette écriture d'écrire 120 plus ou moins 9,5 n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que pourquoi je me suis arrêté à un chiffre appelé virgule? Est-ce que je m'arrête à 2 chiffres appelés virgule? Or, ce qu'on prend généralement, c'est que l'écart type sigma, on l'agrandit, on le majore toujours. C'est-à-dire que même si j'avais eu 9,1, j'aurais mis 10. La preuve, c'est ce que j'ai mis en grade, c'est le résultat que vous avez ici en grade. Donc je mets 10. 9,1, 9,01, je mettrai 10. Et puis je regarde pour 120. Ça veut dire que si c'est le premier chiffre déjà est nul, il y a des erreurs, c'est pas la peine d'aller. Donc le résultat, si je devais l'écrire sous la forme la plus exacte, et j'aurais écrit 120 plus ou moins 10 kV. D'accord. Pourquoi on a majore toujours l'écart type? Parce que tout simplement, on vous dit, quand on donne une valeur plus ou moins sigma, c'est qu'on vous dit on est sûr à 95% que la valeur est à l'intérieur. Maintenant, si j'agrandis,
j'agrandis l'intervalle. Ah ben, je suis toujours sûr à 95%. Mais si je réduis, alors cette certitude n'est plus valable. Je ne peux plus être sûr d'avoir 95% de la valeur. Alors, j'ai voulu reprendre aussi quelque chose. Bien sûr, sur le trait rouge et le 140. Pour moi, j'ai rajouté même une ligne, une case sans la dessiner, pour vous dire, regardez ce que j'insistais, quand j'insistais tout à l'heure pour vous dire, voilà, du 100%, je ne peux pas prendre 100% et le considérer comme étant 100%. La preuve, même le papier Gauss arithmétique, il s'arrête à 99,9. D'accord, il vous donne pas de 100%. Mais si je le garde, on a fait des essais, 20 essais par chaque niveau de tension. Toutes les probabilités sont du multiple de 5. Ça veut dire que quand je dis 90, la probabilité peut être comprise entre 85 et 95. Parce que ça a plus ou moins. Je prends 5 essais. Je ne peux pas avoir, par exemple, avec 20 essais, je ne peux pas avoir une probabilité de 38%. Non, je ne peux avoir que 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Donc, quelque part, déjà, j'admets au départ une imprécision de 5%. Parce que j'ai choisi 20 essais. Maintenant, si je veux avoir plus de précision, je veux avoir des multiples de 2, il faut faire 50 essais. Je veux avoir des multiples de 1, il faut faire 50 essais, 100 essais. Donc, ça dépend. Donc là, quand je regarde pour l'essai 240, je prends la droite, je suis revenu sur la droite, et bien quand je regarde la probabilité, qu'est-ce qu'on me donne? La probabilité, elle est de 98,2. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on me disait 100%, ce n'est pas toujours vrai que ce soit 100%. La preuve, c'est que avec l'erreur de 5%, c'est qu'on me dit c'est entre 95 et 100%. Et finalement, je trouve que ce n'est pas 100%, c'est 98,5%. Ça veut dire que le 100%, il faut passer à un niveau de tension un peu plus élevé pour pouvoir mesurer. Mais sinon, ça ne marche pas. De la même manière que si je voulais avoir le 0%, il aurait fallu bien sûr prolonger du côté bas pour pouvoir l'avoir. C'est pour ça que dans cette méthode, on exige le fait d'éliminer tout ce qui est 0% ou 100%. Il ne faut jamais le prendre. Ne gardez que toutes les valeurs comprises entre 0 et 100%, exclues des deux côtés. Je ne sais pas si vous m'avez suivi jusque-là. S'il y a des questions, je peux revenir déjà. Je vais arrêter le truc juste pour voir qui est avec nous. Pendant la méthode de montée et descente. Ou il y a même certains qui l'appellent la méthode du chasseur. Imaginez que vous avez une cible, vous tirez sur une cible, qu'est-ce que vous faites? Vous tirez et quelqu'un qui vous répond, il vous dit ah, c'est trop bas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez augmenter, vous allez élever. Ben, vous tirez, vous dites non, c'est trop bas, c'est trop, vous baissez. Trop bas, trop bas, trop bas, trop. Peut-être que vous ne touchez pas directement pendant les essais, vous ne touchez pas, mais vous allez avoir une moyenne qui est proche de la valeur du centre. Et bien, le même principe ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'au début, je ne connais pas le niveau de tension. Je commence par des niveaux bas. Au début, parce qu'il faut me situer. Eh bien, je ne commencerai à comptabiliser le nombre d'essais qu'à partir de la première décharge. C'est-à-dire, j'applique, moi je sais, comme tout à l'heure, je disais 100 kV, moi je ne sais pas, je ne sais pas que c'est 100 kV. Donc je dis, je vais commencer à 10, à 15, à 20, je monte, je n'ai pas de décharge, je monte. À 20, je n'ai pas de décharge, je monte. À 25, je n'ai pas de décharge, je monte. À 30, je n'ai pas de décharge, je monte. Peut-être que j'arriverai à 95, j'aurai une décharge. Eh bien, à partir de cet essai, je vais dire, je vais faire 30 essais, ou 50 essais, ou autre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le résultat de cet essai qui va définir ce que je vais faire après. C'est-à-dire que quand je fais un essai, je fais un essai. Si j'ai une décharge, je vais dire peut-être que j'ai pris un niveau de tension trop élevé, et bien le niveau de tension prochain, c'est plus bas. Je réduis la tension. Si par contre, il y a tenu, je dis c'est pas suffisant, j'augmente. Et je fais comme ça, jusqu'à arriver à un certain nombre. Je me dis, allez, je fais 30 essais. Si je fais 30 essais, je compte le nombre d'essais à partir de la première décharge, bien sûr. Et là, une fois que j'ai fait ça, je détermine le niveau le nombre d'applications de chaque niveau de tension. C'est-à-dire que chaque niveau de tension, une fois que j'ai compté le nombre, donc quelque part le principe avec, j'applique un niveau de tension. S'il y a décharge, je réduis la tension. S'il y a tenue, j'augmente la tension. D'abord. Une fois que j'ai fait ce tableau, je détermine le nombre d'applications. Les NI, c'est le nombre d'applications. Le grand N, bien sûr, c'est la somme des NI, la somme de fois où vous avez appliqué votre tension. À partir, bien sûr, de la première décharge.
Tout simplement, c'est la somme de tous les niveaux appliqués. Et bien, la moyenne pondérée, ce qu'on appelle une moyenne pondérée, ça vous donne, c'est la somme des NIUI sur la somme des essais. Et vous avez l'écart type qui se calcule par cette formule, à savoir la somme des NIUI moins U50%, la valeur moyenne qu'on a calculée avant, au carré sur N moins 1. Et bien sûr, la même chose, je présente le résultat sous la forme de U50% plus ou moins sigma. Alors, si je regarde, je prends toujours un exemple. Alors, si je prends cet exemple, qu'est-ce qui s'est passé pour cet exemple? On a appliqué par exemple 110, il y a eu tenue. Est-ce que vous me suivez tous? Est-ce que vous êtes avec moi tous? Oui, monsieur. Alors, à 210, il y a eu tenue. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter la tension. On est monté à 215. 215, il y a eu des charges. Ah, des charges, c'est la première décharge. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on avait décidé? On avait décidé de faire 30 essais. Vous allez voir que quand je prends du première décharge jusqu'à la fin, je vais avoir 30 essais. On a décidé de faire 30. Donc, je ne comptabilise plus les deux essais. Ces essais, c'est ce qu'on appelle des essais préliminaires. C'est des essais qui me permettent de me situer. J'aurais pu commencer peut-être avec un niveau de tension. Donc, je vous remarquez, j'ai eu des charges. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai baissé la tension. Ensuite, 215, j'ai une tenue, j'augmente, une tenue, j'augmente, une tenue, j'augmente. Ah, des charges. Qu'est-ce que je fais? Je baisse la tension. J'ai baissé la tension à 225. 230 à 225. 225, il y a eu tenue. J'ai augmenté 230, il y a eu tenue. Je monte à 235. Il y a eu des charges. Ensuite, je suis revenu à 230. Il y a eu toujours des charges. Donc, je baisse encore 230. Et ainsi de suite jusqu'à faire 30 essais. Eh bien, vous allez remarquer, si je commence à exploiter maintenant ce résultat, je prends mes essais. Donc, on a dit les premiers essais, je les élimine. Parce que c'est des essais préliminaires, c'est des essais qui vont me permettre de me situer. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, je regarde le niveau 235. Combien de fois on l'a appliqué? 2 fois. Regardez 230, on l'a appliqué combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faites très attention, c'est l'erreur que commettent les étudiants. Généralement, ils disent nombre de décharges. Non, ce n'est pas le nombre de décharges, c'est le nombre de fois où je l'ai appliqué. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas eu de décharge. Ça veut dire que quelque part ici, j'ai appliqué la tension. Il y a eu des charges ou il n'y a pas eu de décharge, ça m'indique juste la tension, quelle est la tension que je vais appliquer après. 225, j'ai 10 essais. 220, j'ai 8 essais. 215, j'ai 3 essais. Et puis 210, bien sûr, il n'y a aucun essai, puisqu'à partir de la première décharge, on n'a pas eu du tout. Eh bien, si je fais U50%, je calcule. Donc, c'est 2 fois 35, 235. 7 fois 230, 10 fois 225, 8 fois 225, 8 fois 220, et puis 3 fois 215. Divisé par la somme, 2 plus 7, ça fait 9, plus 10, ça fait 19, plus 8, ça fait 27, plus 3, ça fait 30. On sait que c'est 30 essais. C'est ce qu'on avait décidé. Et je trouve une valeur de 224,5. En calculant l'écart type, donc c'est 2 fois 235 qu'on avait en bas, moins 224,5 au carré, plus 7 fois 230, moins 224,5 au carré, plus 10 fois 225, moins 224,5 au carré, plus 8 fois, plus 3 fois, et on trouve une valeur de 5,47. Donc, on a une valeur moyenne de 224,5, écart type 5,47. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'on disait? L'écart type, automatiquement, on le majore. Donc, si c'est 5,4, je vais écrire 6. Et si c'est 6, ça veut dire que je ne vais pas mettre virgule, puisque le chiffre déjà 4 est douteux. Donc, ça ne sert à rien d'aller derrière virgule. Donc, on va l'arrondir à 225. 225 parce que 224,5, c'est plus proche de 225 que de 240. Et bien, le résultat exact, c'est de dire la valeur en tension U de 50%, c'est de 225 plus ou moins 6 km. D'accord? Voilà un petit peu pour les deux systèmes. Maintenant, quand on regarde au niveau des deux méthodes, Monsieur, c'est la question. Oui. pardon. Oui, monsieur, oui, monsieur في 210 كيلو فولت يقدروا يمدوا لنا تقدر تولي لنا 1 بعد on n'a rien eu. C'est possible, attention. Il y a eu des décharges. Bien sûr, c'est arrivé déjà. Oui, par exemple, on a commencé, par exemple, on avait commencé à 210, il y a eu des tenues, ça tape, c'est possible. Mais là, l'essai qu'on a fait ici,
Il n'y a pas eu de décharge. C'est-à-dire que quelque part, on avait appliqué le niveau de tension, mais malheureusement, il n'est plus revenu. Mais sinon, ça dépend. C'est possible, bien sûr. Ça peut arriver. Ça peut arriver. D'accord, monsieur. C'est pour ça que c'est très bon ce que vous êtes en train de poser une question, comme question. L'histoire d'aléatoire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez, j'ai appliqué, par exemple, là, il n'y a pas eu de décharge. Mais si je prends 220, la première fois que j'ai appliqué 220, il y a eu des décharge. Mais la deuxième fois, il y a eu tenue, il n'y a pas eu de décharge. Ensuite, la troisième fois, il y a eu zéro, il n'y a pas eu de décharge. Ensuite, il y a eu des décharges. Ensuite, vous remarquez. Ah, là où j'ai eu toujours des décharges, c'est 235. 235, j'ai eu toujours des décharges. 230, non. 230, une fois j'ai eu décharge, j'ai eu tenue, ensuite décharge, ensuite tenue, ensuite décharge, tenue. Il y a eu plus de décharge que de tenue. Vous remarquez que 235, il y a eu plus de décharge que de tenue. 230, un peu plus de décharge, mais il y a quand même des tenues. 225, il y a peut-être autant de décharge que de tenue. 220, il y a plus de tenue que de décharge. Et quand vous regardez 215, il y a eu plus de tenues que, pour ne pas dire qu'il n'y a eu que des tenues. Mais on l'a appliqué parce que le niveau de 220 a donné des décharges, il fallait passer la tension, donc on est passé. Donc c'est possible, Mohamed, ce que vous êtes en train de dire, ça dépend des choses, bien sûr. Et puis, là aussi, ça dépend où est-ce qu'on a démarré. Par exemple, ici, on savait que la tension serait à peu près de 225 watts. On a commencé à 210. Mais si on avait commencé à 200 watts, on aurait eu 200 0, 210, 205 0, 210 0. Et c'est à partir de 200. On aurait pu faire plus d'essais préliminaires. Attention, le nombre d'essais préliminaires, ça dépend où est-ce qu'on a démarré. Ça dépend, parce qu'on fait une approche. On se dit approximativement, ça devrait être une telle valeur. Allez, je commence là et je commence. Parce que ça ne sert à rien de commencer à 10. Si je commence à 5, 10, 15, 20, 25, ça ne va pas en finir. Donc, on fait comme ça. Voilà donc pour l'attention. Comment ça se passe. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le match déjà? C'est bon. Ben, j'espère que vous avez capté quelque chose. Ça vous permettra, au moins, vous allez le voir, c'est des choses que vous allez le voir en TD, puisque la série, vous allez entamer, c'est une série où vous allez traiter justement ces exemples. Je vous dirais que entre les deux méthodes, bien sûr, on se dit quelle est la différence. En vérité, la plus rapide, c'est l'up and down. Mais up and down, en réalité, on ne peut mesurer que la tension U50%. Mais des fois, dans certains systèmes, parler par exemple de système de protection contre la foudre, vous allez me dire, j'ai une probabilité de 50%, je vous dis ça ne m'intéresse pas, 50%, ça veut dire que je suis protégé sur un coup de foudre sur deux. Moi, je vous dis ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'aurait intéressé, c'est d'avoir une probabilité de 90. Ah là, la méthode up and down ne me permet pas de l'avoir. Par contre, la méthode des paliers, je peux l'avoir. Parce qu'une fois que j'ai tracé la courbe, je viens de donner ici, sur du papier gaucho-arithmétique, je veux avoir 10%, je connais la valeur de 10%, d'accord? Si je veux avoir 90%, je peux avoir 90%. Ça dépend de ce que je veux. Donc, je peux connaître le niveau de tension. Je peux avoir des niveaux de tension pour des probabilités différentes de 50%. Par contre, la méthode d'up and down, on ne peut l'avoir que pour 50%. C'est pour ça que ça dépend de ce qu'on veut dire. Si c'est une 50% qui nous intéresse, allez-y directement vers up and down, c'est plus rapide. Mais si c'est la tension avec une probabilité plus élevée, il faut passer à la méthode des paliers. Donc, voilà les deux méthodes qu'on utilise. Vous allez les retrouver même dans les normes et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous avez des questions, les jeunes. Sinon, voilà un petit peu ce que je voulais au moins présenter pour essayer d'être plus ou moins à l'aise pendant le TT. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, les jeunes. Si vous n'avez pas de questions, moi, je vous dis merci à vous. Ça Merci, monsieur. À mardi, Inch'Allah. Donc, à mardi. D'accord, ça Inch'Allah, monsieur. Ça